Monsieur le vice-président de la République, Élie Boissaison, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous ce soir, malgré toutes ces nombreuses obligations, dit-il. Alors, avant de commencer d'une manière formelle, je tiens votre attention que le NSI Parc Hôtel procède régulièrement à des lancements de livres. C'est une manière à Michel de Spéville de donner une mission culturelle, heureusement, à ces établissements hôteliers et par là même faire la promotion non seulement de livres, mais aussi de peinture, parce qu'il y a régulièrement des expos de peinture dans l'autre salle menant au restaurant. Donc, si vous voulez vous tenir au courant des activités dites culturelles de NSI Parc Hôtel, vous pourrez laisser vos coordonnées, numéro de téléphone ou mail à Mégane, qui est l'hôtesse de ce soir et qui fera certainement un plaisir de vous tenir au courant des parutions de livres, etc. Bon, venons-en à ce qui nous préoccupe ce soir, pas une préoccupation, mais au plaisir de procéder à ce lancement de ce soir, ce qui m'a permis de renouer contact avec Joël, après bien des années, parce que je l'avais reçu sur le plateau de Dimanche Culture en 2016. Il y a de la place devant maintenant. Hein. Monsieur Coquet, vous avez trouvé une place? Oui, ça va. En 2016, quand il avait fait son premier roman sur l'indifférence des mouettes, semble-t-il. Mais nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement de Bohémien, le deuxième roman de Joël Lagesse, le premier en 2016, comme je viens de vous le dire, s'intitulait « Et les mouettes étaient indifférentes ». Et ce roman racontait aussi une histoire d'amour. Il me soit permis de regretter aujourd'hui, ce soir, l'absence de notre ami Robert Fallon, qui devait faire une intervention justement pour analyser le livre. J'ai pu comprendre qu'il était malade après avoir lu le livre. Vraiment. Robert a dû choper une sale grippe, il ne fait jamais attention. Donc on regrette son absence ce soir. Alors pour ce deuxième roman, le titre annonce déjà la couleur. Bohémien, couleur symbolique de Hong Kong qui se trouve d'ailleurs sur son drapeau. Cette histoire d'amour a plutôt le fond, cette fois-ci Hong Kong, que l'héroïne a visité en 1969 en bateau, quand elle avait 15 ans, et qu'elle a retrouvé bien des années plus tard, en 85, en avion, dans une manière de pèlerinage pour se reconnecter avec son passé. Ceux qui connaissent le pays, il y en a plusieurs dans la salle, apprécieront les descriptions et surtout le luxe des détails qui sont dans le livre, qui témoignent de la prodigieuse mémoire de Joël, ou du moins de l'autrice. Je dis volontairement de l'autrice parce qu'on a eu quelques petites résistances sur le tableau annonçant l'autrice du jour. L'autrice est parfaitement français, oui, ça a été donné à l'Académie française, comme l'écrivaine. Si vous voulez rester masculin, moi ça me dérange absolument. L'auteur, l'auteur. Moi j'aime bien faire des incursions dans la sémantique de cette manière-là. Donc, autrice pour ce soir. Alors, l'histoire d'amour que raconte Bohémien est certes belle, comme toutes les histoires d'amour, mais il est aussi permis d'apprécier le décor dans lequel elle est racontée, à quel moment l'histoire est racontée, c'est-à-dire Hong Kong.
l'on sent bien encore une fois que Joël Lagesse s'est longuement penché sur l'histoire de ce pays pour raconter avec précision la situation politique et économique par rapport à la Chine qui allait en prendre le contrôle en 1997. Une situation que la révolution maoïste allait accélérer pour permettre à Hong Kong de faire son grand bond économique qui allait profiter aussi à l'industrie textile de Maurice avec de gros investissements dans les années 80. Joël Lagesse s'intéresse aussi longuement à la situation géopolitique de Hong Kong, dont les États-Unis voulaient, par anticipation, qu'il soit un barrage contre le communisme. Et là, ma femme me prétend, et certainement elle a raison, c'est qu'en lisant Daniel Steele qu'elle a appris l'histoire du monde. C'est-à-dire, le mur de Berlin, elle a appris dans Daniel Steele, parce que l'histoire d'amour. La révolution maoïste, elle a appris dans Daniel Steele. La cause palestinienne, pareil. Alors, non seulement pourquoi les historiens racontent des histoires, alors que les écrivains nous mènent à l'histoire en fin de compte. Ceci pour dire que je connais pas autant que toi, Joël, pas autant que quelques investisseurs qui sont dans la salle, que Denis Rivette, Hong Kong, mais je suis allé plusieurs fois pour savoir que c'est un pays qui a vécu une certaine fébrilité dans les années 90 en attendant d'être bouffé, comme vous le savez, par la Chine. On sentait bien. Et cette appréhension, forcément, était légitime dans la mesure où on a vu ce que la Chine en a fait par la suite. Si Hong Kong bénéficie toujours de ce principe un État, deux systèmes, mais c'est le système, disons, répressif, du moins, qui sont connus par la suite en 1997, même si au départ, les contraintes n'étaient pas aussi pesantes qu'elles le sont devenues. On a vu les manifestations sévèrement réprimées d'ailleurs par la police à Hong Kong. C'est dire aussi donc l'intérêt de ce livre, parce qu'on apprend beaucoup sur l'histoire. En fait, on peut éliminer, par exemple, on peut biffer toute la partie roman d'amour, histoire d'amour, et dire uniquement que de la géopolitique. Forcément, ça peut nous aider à peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe à Hong Kong. Donc, c'est dire aussi l'intérêt de ce livre de presque 400 pages, dont on aurait abandonné la lecture de manière précoce si le style de l'autrice ou de l'auteur n'avait pas été aussi fluide, vivace et alerte. Cette histoire de Hong Kong a ainsi bénéficié, sans diminuer le mérite du roman, d'un talent exceptionnel de conteuse de Joël Lagesse. Tous ceux qui l'ont vu depuis que vous êtes arrivés, vous avez constaté à quel point elle parle beaucoup. Elle a ce don de communiquer, de parler, qui est un talent qu'on lui envie, de toute manière, que les politiciens devraient... C'est-à-dire qu'à la lire, j'ai eu ce sentiment personnel, à la lire, on a le sentiment de l'entendre. Et je crois que c'est cette adéquation qui fait le bonheur de la lecture de ce livre. Comme elle parle avec passion, elle écrit donc avec passion. Et c'est dire, si on n'a pas la possibilité d'écouter Joël, ben, il faut impérativement lire le livre. Merci Joël de nous avoir donné cette pépite-là. On applaudit. Alors Joël va, en l'absence de Robert Fallon, Joël passe directement à Joël, et elle va appeler de temps en temps ceux qui ont été désignés pour faire la lecture.
Bon, eh bien, je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la première fois. Ben, il y a toujours une première fois, non? Alors, d'abord, souvent, on me demande pourquoi tu as donné ce titre au livre. Alors, la raison, c'est que le goïnia, c'est une plante, un arbre, qui a sa fleur ressemble beaucoup à l'orchidée, elle est très parfumée, et c'est une plante qui pousse une variété de plantes qui poussent qu'en rond. Donc sa fleur a été choisie au moment de la rétrocession pour être comme fleur symbolique, pour être très stylisée, elle figure sur le drapeau de l'enfant. Alors je trouvais que c'était, il fallait trouver un titre, mais c'est celui-là est arrivé presque tout seul, hein, je n'ai pas tellement bien cherché. Et puis on m'a toujours demandé pourquoi situer un roman à Hong Kong. Pourquoi pas? Alors moi je me suis dit autrefois, avant de commencer à écrire, que j'ai commencé très très tard dans la vie. J'étais dans le domaine du textile, j'étais dans la mode, etc. Et ce travail m'a mené à Hong Kong plus de 30-35 fois pour aller chercher des matériels pour travailler et tout. Donc je connais très très bien cette ville, d'autant plus que ma sœur résidait là-bas. Elle a mon fils, elle est là dans la salle ici, et il est né à Hong Kong. Donc j'avais eu le temps, les possibilités de bien connaître le territoire, qui avait tout un côté exotique, donc plus autrefois que maintenant, hein, très bien exotique, excitant et dépaysant pour la mauricienne que je suis, parce que mon héroïne est une mauricienne, c'est pas du tout une histoire qui se passe dans les milieux hongkongais, absolument pas. C'est l'histoire d'une mauricienne qui va à Hong Kong, et bon, les choses, ça fait partie de sa vie dans un sens. Et elle est mauricienne, elle est toujours en contact avec Maurice, elle ne va jamais habiter à Hong Kong, elle va souvent. Alors ça c'est pourquoi c'est Hong Kong. Mais maintenant, j'ai toujours, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte, c'est comme M. Jourdain créé la parole sans le savoir, j'ai tout le temps écrit, avec tout le temps les petits carnets, tout le temps quelque chose, mais je n'étais pas du tout consciente que j'écrivais. Jusqu'au jour où j'ai eu un ordinateur et où ce que j'écrivais était en lettres typées. C'est un micro posé là. Hein? Alors donc, je me suis dit, quand j'ai arrêté d'être dans le domaine de la mode, que j'ai pris ma retraite, à ce moment-là, j'ai donné libre cours à mon plaisir, que toute ma vie durant, j'en ai fait. J'adore manipuler les mots et les idées, et c'est donc comme ça que je suis devenue, mais c'était de façon un peu floue. Et puis là, ça s'est précisé, et j'ai découvert le plaisir d'écrire qui donne vraiment beaucoup de joie et de bonheur. Alors donc, c'est comme ça que j'ai commencé par écrire des souvenirs d'enfance pour mes petits-enfants. Enfin, le livre a eu assez de succès, puis j'ai écrit le fameux roman dont Philippe vient de parler. Et le livre a été édité en France, et l'auteur, l'éditeur m'avait dit « N'arrêtez pas, vous avez un vrai talent de conteuse. » J'étais très sûre que je ne savais pas. Mais après, je me suis rendu compte que c'était vrai après. C'est comme ça que j'ai commencé, surtout le jour où j'ai lu un livre, ce que j'avais écrit avant une forme de livre, c'est là que j'ai réalisé que c'était un livre. Alors donc, j'ai commencé pour voir comment ça allait se passer. Je n'étais pas du tout sûre de réussir un livre, enfin ça c'est pas, je suis arrivée jusqu'au bout. Alors, publié en France, il m'avait dit, ne vous arrêtez pas, c'est OK. Et donc, quand j'ai décidé d'écrire sur Hong Kong, j'avais voulu situer le roman dans la période entre 1969, c'est la première fois que j'y vais, je suis une fille de 15 ans, mauricienne de 15 ans, et je voulais m'arrêter au moment de la rétrocession, en 1997. Alors, donc c'est une mauricienne, comme moi un peu, descendant des premiers habitants de l'île, qui va vivre à fond une réelle relation avec ce pays exotique. J'ai beaucoup travaillé pour me documenter, pour que tout, je dis bien tout, en lettres capitales, vraiment tout soit exact. Aussi bien l'histoire, la géopolitique, les lieux, les événements, les coutumes, les dates, les noms. Même pour l'indicatif des numéros de téléphone, j'allais contrôler pour savoir si c'était bien.
chaque petit détail a été vérifié pour être certain de son authenticité. Et après, il y a le Google Maps. Je suppose que vous savez à quel point Google Maps peut faire voyager. Google Maps a aidé à localiser et à retrouver les plages, les routes, les fleuves, les îles, le port, voire les églises et certains bâtiments que j'avais connus dans le temps, je les ai retrouvés. Et j'ai visionné aussi un bon nombre de vidéos qui m'ont permis de rafraîchir mes souvenirs et de revivre l'ambiance particulière de ce pays. C'est vraiment une ambiance particulière. Je dois dire aussi que dans le cadre des bains et les raisons de la présence de Sarah, l'héroïne s'appelle Sarah, lorsque ça a été défini, à ma grande surprise, je ne savais rien. Je savais le cadre, je savais Hong Kong, je savais l'histoire, je savais tout ça, mais je ne savais pas, la fille qui avait 15 ans et qui débarque à Hong Kong, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui allait se passer dans ce roman. Et c'est arrivé tout seul, à ma grande surprise. Alors, j'ai pris ça sur mon petit papier. Là, les personnages sont rentrés d'eux-mêmes et au juste moment dans la trame du récit. Ils sont variés et représentatifs des différents résidents de Hong Kong à cette époque de fin de l'ère coloniale. Alors, là, je vais vous citer un petit bout, rien que pour vous faire comprendre que dans le dernier chapitre de la deuxième partie du livre, il y a une fête que je fais où j'invite toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et ça, je vais dire. Mon regard avait fait le tour des convives. Je ne pouvais pas penser que c'était une société des nations. Il n'y en avait pas suffisamment de représentés. Mais c'était sur une bien petite échelle un rassemblement éclectique d'anglais et de chinois, d'artistes et d'enseignants, de lettrés et d'industriels, de colonisateurs et de réfugiés. Il y avait aussi moi, une simple fille. Je dis ça parce que c'est écrit à la première personne, hein, mais c'est pas moi, c'est moi. Une simple fille d'une île du Sud, d'origine française, et Paula, une américaine engagée dans la lutte contre la drogue. Chacun avait eu un parcours différent, une expérience de vie infiniment difficile pour certains. Chacun, à sa manière, avait dû à développer ses facultés d'adaptation. Même Jean-Pierre, le Français, qui évoluait dans le monde de la mode, tout comme moi-même, d'une certaine manière, nous étions en train de nous adapter à l'autre. J'avais ressenti un peu de vertige en prenant de manière empirique conscience de tout cela. Parce que pour vous dire, voilà, mes personnages, c'est de toutes ces origines. Ça, vous allez découvrir, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Hein. Alors, le roman est sous forme de récit. Et l'action se situe en 3 parties et à 3 époques bien différentes. Chacune des parties du livre dépeint les moments de la vie de l'héroïne qui se passe sur le territoire de Hong Kong. La partie sentimentale se superpose sur fond d'histoire, de géopolitique, de visite du pays, de relations avec les habitants, d'incursion dans le monde du textile de cette époque qui était la fin d'un monde. Alors donc le livre est en 3 parties. La première partie, c'est en 1969, sympa, à 15 ans. Elle passe une semaine de vacances sur l'île de Hong Kong, semaine qui la marquera de manière indélébile. Et là, je vais demander aux lecteurs de venir lire des petits extraits, des petits gros extraits. On commence par Maryse. Jamais ici. Alors, Maryse, tu vas commencer. On ne me verra pas. Alors, on va commencer. Je viens, vous avez posé là. C'est pour ça que je viens ici. Je viens là. Allez, alors la première partie, c'est une partie un peu légère, que les gens vont voir c'est un endroit où on s'amuse, on fait du shopping, etc. On n'arrive pas à dire un petit le shopping. Alors, je vais vous parler donc du shopping à Hong Kong. Maman voulait une dame très brodée, mais dont les motifs ne seraient pas chinois. Comment expliquer ce désir chinois qui s'exprimait déjà avec beaucoup de limites et que nous comprenions à peine? Les dimensions de la nappe donnée, il nous montra la pile qui y correspondait. On ne voyait que les 2 ou 3 cm de la pliure. Le désir de vendre une belle pièce brodée encouragea le vendeur à les ouvrir l'une après l'autre et à les étaler un peu partout.
mère secouait négativement la tête, jusqu'à qu'enfin une superbe nappe en pur fil avait été déployée devant ses yeux, toute brodée de petits motifs au point de petit, une pure merveille. Elle était toute blanche. C'est alors qu'avaient commencé les âpres discussions du marchandage. Vivant dans un pays où cette pratique était très courante, nous allons étonner le vendeur qui ne s'attendait pas à trouver de tels adversaires d'apparence bien malléable, mais d'une fermeté déconcertante. Dès qu'il nous avait mentionné le prix, maman avait pris un air choqué pour lui répondre que cette nappe ne correspondait pas du tout aux désirs habituels des touristes, qu'il avait de la chance que nous soyons entrés dans son magasin et qu'il allait enfin pouvoir s'en séparer, mais seulement si son prix devenait raisonnable. S'il était intérieurement décontenancé, il ne l'avait pas montré. Je crois qu'il avait compris que nous n'étions pas de ces clientes qui se laisseraient innocemment abuser. Après quelques discussions pour sauver la face, maman avait obtenu sa nappe pour à peine plus de la moitié du prix du départ. Léna et moi avions trouvé des blouses brodées en crêpe de Chine, des kimonos, des pyjamas en soie, qui allaient être très admirés à chaque fois que nous les porterions. Nous avions acheté également des cadeaux pour la famille et les amis. Le vendeur, satisfait de sa matinée, nous avait fait des courbettes lorsque nous étions sortis, bien chargés de sa boutique. Malgré ce qui nous avait semblé de trop bonnes affaires, notre conscience n'était pas vraiment perturbée. Nous savions qu'un vendeur asiatique ne se séparait jamais d'un produit sans avoir fait tout de même un profit. J'avais aussi réalisé que le marchandage, qui est un peu honteux pour les Occidentaux, était perçu comme un sport par les Chinois et qu'un bon marchandeur obtenait leur respect et leur admiration. Faute de cette nouvelle notion, nous ne nous étions pas privés d'exercer notre talent ce jour-là. Constance va nous raconter une promenade de jeunes en bateau, enfin la fin du promenade, parce que ça prend tout un chapitre, un petit chapitre, hein, et ici c'est juste la fin du chapitre. Entre mer et île, je faisais quelques pas dans l'eau, juste avant de commencer à nager pour regagner l'Orient Princess. Lorsque j'avais mis le pied sur quelque chose de lisse et de dur, un peu plus grand qu'un kiwi. C'était un coquillage vide, en parfait état, que la marée montante avait fait rouler jusqu'à moi. Comme un ultime cadeau souvenir, j'admirais l'harmonie de sa forme enroulée et le dégradé des tons entre l'ivoire et le brun. Il était parfait. Un baume sur la tristesse qui m'avait envahi un instant auparavant. Je n'oublierai jamais ce déjeuner à bord de l'Orient Princess. La longue table avait été dressée pendant que nous étions à terre. Des quiches, des crevettes sautées, du poulet froid, du jambon et toutes sortes de salades avaient été disposées en buffet alléchant. Chacun se servait à sa guise. L'ambiance était à la bonne humeur. Les adultes avaient raconté des histoires dont l'humour bien anglais les faisait rire à gorge déployée. Même mon père s'était mis de la partie et s'était amusé de sa propre histoire. Les Anglais avaient chanté des airs entraînants que nous ne connaissions pas. Il faut dire que le petit vin rosé, frais et léger, avait coulé généreusement, avait contribué à cette joie. La route du retour avait suivi un trajet différent, entre d'autres îles. Le crépuscule descendait,
quand nous étions arrivés à l'entrée du port. C'était le moment où s'allument les feux de la ville, ce jaillissement subit de lumière qui, chaque nuit, rendait féerique chacun des côtés opposés du port. Sans doute étions-nous un peu fatigués. Le silence s'était imposé à nous, ou alors chacun intériorisait la paix que diffuse la nature lorsqu'elle est calme. Je ne sais pas. L'apothéose de cette merveilleuse journée nous était arrivée soudain, sous la forme d'une très belle jonque au voile rouge qui était passée tout près, entre nous et le fond illuminé de la ville. Lentement, silencieusement, elle glissait sur l'eau comme un fantôme. Seuls les petits bruits légers du claquement du vent dans sa voilure indiquaient sa proximité. Un moment fugitif de grande beauté. Maryse, peut-être on va terminer avec la première partie, mais il y a encore de Oui, on est ok, mais ça va réellement. Je ne m'adresse pas au public. Allez, alors là, nous sommes toujours des extraits de la première partie. Hein? Là, je vais vous parler de Liang. Non. Pendant que nous prenions le thé que Dong avait promptement préparé, Liang, le perspicace, qui avait noté notre surprise lorsque nous nous étions trouvés en sa présence, avait pris la parole avec beaucoup de simplicité. Peut-être vous attendiez-vous à me voir autrement. Si mon monde ne s'était pas écroulé dans le chaos actuel, j'aurais gardé probablement l'apparence séculaire des lettrés de mon pays. Lorsqu'on a traversé des épreuves dangereuses, comme celles qu'avec des milliers d'autres nous avons connues, on est amené à remettre en question bien des concepts auxquels on était attaché sans les juger. Je ne peux plus ici, dans ma nouvelle vie, garder les apparences prestigieuses du lettré et du sage. Comme on dit chez vous, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, n'est-ce pas? Je ne veux pas avoir un aspect différent de celui de tous mes voisins d'Aberdeen. Donc, je fais comme mon entourage. Ma vie intérieure, elle, est toujours la même. Ma personne, avec ses aspirations profondes, n'a pas changé. Seul mon regard voit autrement. Avant de commencer sa démonstration, il nous avait traduit le poème qu'il connaissait par cœur. Puis, tenant son pinceau à la verticale, s'était mis à dessiner la première lettre, assez grande et épaisse, avec ce qui me semblait une immense facilité. Les mouvements souples de son poignet communiquaient leur aisance à son pinceau. Et chaque partie de chaque mot de cette écriture pictographique se posait comme naturellement là où est sa place. Mot après mot, ou devrais-je dire lettre après lettre, la transcription se dessinait, bien rangée en ligne verticale, et je regrettais de ne pas savoir lire le texte qui apparaissait à mes yeux extrêmement esthétique. Il y avait quelque chose de très beau, pour peu qu'on en fût conscient, qui se déroulait devant nous. Celle de suivre la transmission à partir du cerveau, passant par la main qui animait un pinceau vers un support matériel d'une pensée immatérielle qui devenait création physique et durable. Je n'avais jamais pensé ça de notre simple écriture alphabétique. Et pourtant, le processus était le même, mais moins la beauté. Nous venions d'être témoins d'une réalisation en quelque sorte rituelle, qui nous avait démontré tout le raffinement de cette antique civilisation chinoise. Devant notre émerveillement, Liang n'avait pu s'empêcher de nous expliquer
Je n'ai fait que transmettre devant vous une forme d'art qui s'est entretenue depuis des millénaires. C'est ce que la révolution culturelle a voulu tenter de détruire. Comment arrive-t-on à persuader une jeunesse estudiantine comme celle qui, ici même, il y a 2 ans, en 67, a voulu faire pression sur le gouvernement Bombardier, à vouloir faire disparaître d'une société non seulement toute forme de culture, mais en même temps la classe des intellectuels et des artistes. Après un silence, il avait repris: rien que pour que survive la culture de mon pays, je suis heureux d'être parti, d'avoir laissé toutes mes possessions et de vivre bien modestement, mais libre, dans ma chambre, ici, grandement. Alors maintenant, c'est des petits extraits de la première partie. On va passer à la deuxième partie. Sarah, l'héroïne, qui avait 15 ans à ce moment-là, maintenant elle a 31 ans. Elle revient pour une deuxième fois à Hong Kong et elle veut essayer de renouer avec le passé qui l'avait impressionné. Et là, on va demander à Julie. Un petit texte qui sort d'un chapitre. J'aime bien le nom de ce chapitre, il est arrivé tout seul, ça s'appelle De la soie et des larmes. Je ne pleurais pas uniquement sur l'énorme déception qui m'avait assailli. Je pleurais sur ma séparation d'avec Luc, sur ma solitude du moment, sur tout ce qui me manquait. Je m'apitoyais en fait sur moi-même. J'aurais voulu que quelqu'un me prenne dans ses bras en me tapotant légèrement le dos. Mais il n'y avait personne, évidemment. Et je réalisais, après un long moment, que je n'avais que moi-même sur qui compter et que je ne pouvais pas rester indéfiniment sur ce banc. L'Ocean Park, un parc d'attractions sur le thème de la mer, ouvert depuis 1977, était assez proche. J'avais décidé alors de monter la colline sur laquelle il est implanté et de le visiter, espérant que cette visite m'aiderait à surmonter la déprime qui s'était installée en moi. Le cadre était magnifique, avec sa perspective sur la mer de Chine et ses multitudes d'îles, dont les plus éloignées se voilaient dans une brume bleutée. Les nombreux bateaux qui naviguaient au loin traînaient des sillages blancs comme des petites queues de comètes, et les montagnes sur lesquelles le site est adossé étaient recouvertes d'une épaisse végétation d'un vert intense. Je suivais du regard d'autres aigles qui planaient sans se presser, très haut, et malgré les cris amusés des enfants sur les manèges et sur la grande roue du parc d'attractions, malgré le côté glamour et artificiel des lieux, une paix était palpable. J'avais fait l'effort de l'intérioriser autant que possible. Pendant mon trajet de retour, j'avais essayé de faire le résumé de mes 2 derniers jours. Ils avaient été denses. Chamshuipo et ses colifichets, la ville fortifiée de Kowloon et la misère humaine qu'elle abrite. La fabrication de vêtements de luxe en soie,
la disparition du village flottant d'Aberdeen, le parc d'attractions dominant la mer. Et se superposant sur le tout, ce qui avait été mon espoir secret, devenu maintenant ma déception. Géraldine? Une grosse pluie s'était mise à tomber lorsque j'avais rejoint l'arrêt du bus après ma journée à l'usine. J'avais fait de mon mieux ce jour-là pour continuer à acquérir l'expérience du travail spécialisé tel qu'il se pratiquait dans cette entreprise. À regarder s'activer les mains habiles qui guidaient le tissu sur les plateaux des machines, on avait l'impression que c'était un jeu d'enfant, si facile que n'importe qui pouvait l'exécuter. C'est vrai, n'importe qui peut faire la machine, effectuer une piqûre sur un morceau de tissu. Mais quid de la perfection, de la sûreté des gestes et surtout du résultat que je voyais apparaître avec admiration devant mes yeux. La pluie tombait, chaude et lourde, transformant les rues en pentes, en ruisseaux, emportant en torrent la poussière accumulée vers les égouts. À ma résidence, les légumes du petit potager avaient courbé la tête et le sol absorbait avec bonheur cette eau du ciel. Voir tomber les grosses pluies des régions chaudes en continu procure des impressions multiples. On prend conscience qu'au fond de soi, il y avait une attente qui est en train de se combler, que le monde qui nous entoure avait besoin d'être nettoyé, que le bruit monotone de ces averses incessantes, un peu ouatées, procure un apaisement dont on avait besoin, incitant la détente. On voudrait croire aussi que notre âme bénéficie de ce lavage, qu'elle aussi est en passe d'être purifiée. J'aime ces moments où on reçoit cette pluie persistante comme un don merveilleux, comme une bénédiction. Ma fenêtre fermée, j'entendais ruisseler l'eau dans le conduit d'évacuation qui descendait tout près d'elle. C'était un bruit incessant qui recouvrait toutes les rumeurs de la ville. Le moment était propice à la réflexion et j'avais passé une fois de plus en revue le cours qu'avait pris ma vie depuis que j'avais accepté l'idée du divorce. J'avais revu le temps où étudiante, j'avais été séduite par Luc. Pas sérieux, mais tellement beau et sympathique. Mes parents ne l'avaient pas trouvé à leur goût. Ils avaient soupiré lorsque j'avais rétorqué, comme toutes les filles amoureuses, « Je l'aime, et ce n'est pas vous qui vous mariez. » Alors, la troisième partie du livre se passe juste les années qui précèdent la rétrocession. Et il y a l'angoisse qui remonte, je n'ai plus du tout cette ambiance du début quand on avait 15 ans, enfin quand les sera avec 15 ans. Et tout était merveilleux. Là, il y avait une vraie ambiance délétère qui vit sur la ville, sur le territoire. Et là, c'est Dominique qui va venir lire des petits extraits. Merci Dominique.
plein en Chine. J'avais l'impression, peut-être à cause du temps un peu en grisaille, de circuler dans un de ces tableaux chinois à l'encre de Chine, comme ceux que Liang peignait avec tant de talent, qui représentent souvent ces montagnes peintes de sucre. Elles m'avaient toujours semblé peu naturelles et sans doute imaginées par les artistes. Mais elles étaient bien là, autour de nous, tout à fait vraies et en nombre très impressionnant. C'est sur une embarcation typique, un large radeau fait d'énormes bambous, recourbés à l'avant, à peine surélevés au-dessus de la surface de l'eau, que nous avions descendu lentement la rivière Li, et ce fut une expérience extraordinairement marquante et inoubliable. Notre radeau, glissant lentement, nous avons eu le loisir de voir à l'œuvre les pêcheurs, les ramasseurs d'algues comestibles, les lavandières, et aussi d'autres personnages typiquement chinois, exerçant bien d'autres activités, telles la pêche au cormoran. Des enfants se baignaient joyeusement et des buffles en famille se prélassaient dans l'eau courante bien fraîche. Je me sentais comme intégrée dans un paysage imaginé par un maître classique, et notre dépaysement fut total. Un artiste de cette région, rencontré par la suite, nous avait appris comment le peintre chinois perçoit le tableau qu'il va peindre. Son explication ne m'avait pas surprise après les heures que nous venions de passer au cœur de cette région, au paysage que j'ai envie de qualifier de photogénique. L'artiste chinois n'appréhende pas le sujet qu'il va peindre comme le ferait un occidental. Pour lui, il y a une façon de peindre une vue et il y a une façon de la regarder. La peinture chinoise du paysage n'est pas une simple image enfermée dans un cadre, elle est très éloignée de cette conception. D'ailleurs, les tableaux chinois ne doivent jamais être encadrés. La finalité de la peinture depuis l'époque classique est d'arriver à considérer ce qu'on a posé sur le support qu'est la toile comme un être vivant, c'est-à-dire capable de changement, de passage d'un état à un autre, d'évolution, de transformation. La brume, par exemple, est souvent utilisée par les artistes puisqu'en un rien de temps, lorsqu'elle se dissipe, elle fait passer le sujet peint de la grisaille assez dissimulatrice à un éclairage qui fait apparaître personnages, bâtiments, arbres, pics montagneux ou toute autre chose qui, un moment auparavant, était cachée. Vous n'êtes pas fatigué d'écouter tout ça? Non? Allez, ok, elle va dire quelque chose de tout à fait différent maintenant. Je vais accélérer un peu. Chung avait partagé à temps plein notre vie durant ces quelques jours. Le courant n'avait pas été établi entre nous. Mais j'ai senti à ce moment où nul témoin ne nous observait que les personnes humaines que nous étions, si totalement différentes à tous les égards, pourraient se rencontrer, ne serait-ce qu'un peu, devant ce panorama exceptionnel, même si cette rencontre ne pouvait qu'être éphémère et demeurer en surface. Je ne m'étais pas trompée. Questionné par moi, Chung, en gros, nous a raconté sa vie. Mes parents vivent bien loin dans un endroit retiré de Chine où règne une grande misère. Très jeune, je suis venue vers l'Est pour essayer de faire des études et trouver à travailler. J'ai étudié l'anglais à l'université de Guangxi et c'est comme ça que je suis guide dans la région de Guilin, une des premières régions à attirer des touristes européens. Vous avez un emploi, Chung, vous rencontrez beaucoup de personnes de diverses origines, vous devez vivre mieux que vos parents. Son regard n'avait rien exprimé lorsqu'il avait continué. Je ne sais pas ce que deviennent mes parents,
Mon travail me donne juste de quoi louer un espace dans un grand dortoir, un lit et un petit bahut. Je n'ai pas de quoi acheter une paire de chaussures pour remplacer celle-là. Il nous en avait fait voir la semelle trouée de la sienne, à travers laquelle on devinait du papier journal. J'avais réussi à acheter une vieille bicyclette. Malgré le cadenas qui l'a bloquée, elle a été volée. Chacun ici essaye de trouver des sous pour suffire à ses besoins les plus basiques, par tous les moyens possibles. Ma vie est sans intérêt. Et après de longues hésitations, il avait ajouté: la fille que j'aime a été envoyée dans une autre province. Elle ne me donne pas de ses nouvelles. Je l'avais regardé tristement, le cœur serré. Soudain, j'avais honte de ma vie facile, de la liberté dont je disposais, d'être une touriste qui considérait que tout lui était dû à partir du moment où elle avait payé. Pour finir sur une note d'espoir, je lui avais doucement demandé: quel est ton rêve, jeune? Après m'avoir regardé, le visage sans aucune expression, il avait juste dit: je n'ai pas de rêve. Alors, ça c'est la deuxième partie, puis la troisième c'est le moment de la rétrocession. Maintenant, voici les tailles personnelles. Puisque Hong Kong a commencé d'une certaine façon, c'était la suite de la guerre de l'opium, au moment de c'était en tant que colonie britannique, au moment de cette année, maintenant, Emmanuel va venir dire la fin de la guerre de l'opium. C'est qui est la genèse de Hong Kong. C'est comme ça que la colonie commence. Ça va. D'abord, je voudrais dire qu'elle ne nous a pas désignés, comme tu as dit tout à l'heure. Elle nous a très gentiment invités, c'est tout à fait. Et si gentiment qu'on ne pouvait pas. Ça va se débrouiller là. La première guerre de l'opium. Au début du XIXe siècle, malgré un essor économique et démographique sans précédent, une crise économique et sociale s'était pointée à l'horizon de l'Empire chinois. Les excès de la centralisation, le déséquilibre de l'économie, les révoltes paysannes pour cause de famine et d'inégalité en avaient été les principales causes. Les mafias locales avaient concentré des pouvoirs outranciers et les seigneurs de la guerre faisaient régner la terreur. Dans ce contexte désordonné, et malgré les strictes barrières imposées, la cause de l'opium n'avait jamais pu être éradiquée. L'État, fragilisé et corrompu, avait été incapable de lutter contre les narcotrafiquants, aussi bien anglais que chinois. Face à cette situation de plus en plus préoccupante, l'empereur avait finalement réagi en durcissant les contrôles. Le représentant de la couronne britannique fut forcé de remettre aux autorités chinoises plus de 20 000 caisses d'opium. Ouvertes, leur contenu réduit en pâte fut jeté à l'eau, l'équivalent de 2 millions de livres sterling de cette époque, était allé se dissoudre dans la mer. Contraints alors de quitter non seulement Canton, mais Macao, les Anglais s'étaient réfugiés sur leurs bateaux au large et s'étaient abrités dans le port de Hong Kong, encore inoccupé. L'arrivée de renforts navals de l'Inde, après un certain temps, avait permis au trafic de reprendre rapidement, sous la protection de l'artillerie. La destruction massive des caisses d'opium avait toutefois fourni aux Britanniques le prétexte qu'ils cherchaient pour déclencher une vraie guerre, conscients qu'ils détenaient indubitablement la supériorité des armes. Ce n'était qu'un prétexte. La vraie raison de ce déploiement de force
était avant tout d'assurer la protection des intérêts des trafiquants de drogue. James Holborn m'avait décrit avec clarté les causes de cette première guerre de l'opium. Mon intérêt était en éveil et cette présentation m'avait captivé. En la suivant, j'étais remonté dans un passé antérieur de l'île britannique sur laquelle je me trouvais actuellement. C'était une leçon d'histoire presque empirique. Le rôle des Anglais dans cette histoire, capable d'aliéner sous la protection de l'État une population à l'usage d'une drogue à des fins économiques, m'avait profondément choqué. C'était tellement plus irrémédiable qu'une simple tactique de guerre. Je n'avais pu me retenir de demander à celui qui me l'avait raconté, anglais lui-même, ce que cela lui faisait de parler de cette guerre. Je me souviens encore de sa réponse. La plupart des guerres ont lieu pour des raisons économiques, pour le mal causé à des hommes. Aucune n'est moralement justifiable, bien que parfois, ce sont les populations elles-mêmes qui en sont les bénéficiaires. Ce n'est absolument pas le cas pour cette guerre-là. C'est pourquoi, en tant que citoyen britannique, connaissant les dessous de l'histoire, je ne peux que ressentir une énorme gêne, une honte même, devant cette conquête illégale de marché. James Holborn avait ensuite rapidement terminé en me racontant l'essentiel de la suite. Pendant les premiers mois de la guerre, une méprise avait fait croire aux Chinois que le but du conflit était uniquement l'instauration du commerce. C'était un extrêmement grave malentendu. Les Britanniques exigeaient bien plus que cela. Ils exigeaient l'ouverture des principaux ports chinois au commerce occidental, le remboursement intégral de l'opium détruit et la cession en leur faveur de l'île de Hong Kong. Devant les réticences chinoises, ils n'avaient pas hésité à faire leur canonnière remonter le Yangtze-Kiang jusqu'aux portes de Nankin, la capitale sud de la Chine. Devant ce déploiement de la force des barbares qui semblait invincible, les Chinois durent reconnaître leur défaite et acceptèrent de capituler. Le traité de Nankin a été ratifié en octobre 1842. Pas sans difficulté. Les conditions de ce traité furent d'abord refusées en bloc par les négociateurs de l'Empire. Devant ce refus, les Britanniques reprirent leurs attaques, ciblant et occupant quelques fortifications. Pris de peur devant ces nouvelles agressions qui démontraient sans aucun doute possible la suprématie des armes britanniques, le traité fut ratifié aux conditions des vainqueurs. Il a toujours été considéré comme illégal par la Chine. Perdre la face pour les Chinois équivaut à l'humiliation suprême. La Chine avait perdu la face. Elle a dû en subir les suites négatives pendant tout le siècle qui allait suivre, en fait jusqu'à l'instauration du maoïsme en 1949. Toutefois, au-delà des lourdes conséquences, les malentendus profonds partagés en fait par les deux protagonistes, selon le point de vue particulier de chacun, allaient colorer négativement leurs perceptions réciproques à venir, et par conséquent leurs attitudes dans les éventuelles relations futures. En Chine, il a fait l'objet d'une diabolisation publique car il avait constitué pour eux, avant tout, un acte symbolique qui avait réussi à humilier l'Empire tout entier, par la drogue, la corruption et la violence. Tandis que pour la Grande-Bretagne et les Occidentaux, la Chine fut perçue comme un empire arrogant et fossilisé que la diplomatie de la canonnière avait contraint pour son propre bien à pénétrer dans le monde moderne. Alors c'est comme ça que les on commence, elle va s'achever, ça date, tu viens de terminer. Tu vas parler du dernier moment de la colonisation. Dans le temps des certitudes. À partir de 1994 à 1995, et à mesure qu'approchait la date officielle de la rétrocession, un sentiment d'inquiétude grandissant colorait l'attente.
même pour ceux qui auraient dû se réjouir de retrouver la mère patrie, c'est un retour sans joie. Une fois de plus, les Anglais avaient décidé de l'avenir de Hong Kong sans demander leur avis aux citoyens, sans même vraiment les en informer. Les discussions préliminaires qui avaient décidé de leur futur s'étaient déroulées à Pékin, bien loin de chez eux, et, comme déjà mentionné, l'accord avait été entériné entre Margaret Thatcher et Deng Xiaoping dès 1984. La Chine s'apprêtait donc à accueillir dans son giron, dans moins de 3 ans, ce morceau de son territoire que la défaite de la première guerre de l'opium en 1842 l'avait contrainte de céder aux Britanniques au prix d'une humiliation nationale qu'elle n'avait jamais digérée. Mais le petit territoire qu'elle avait récupéré n'était plus le rocher aride qu'avait décrit Lord Palmerston en ce temps-là. Il s'était métamorphosé en une entité qui incarnait le capitalisme presque à l'état pur, dont l'économie florissante était devenue une des plus puissantes du monde et faisait bien des envieux. Pékin avait astucieusement réalisé l'exploit de faire passer Hong Kong, bastion capitaliste, sous sa tutelle, sans supposément rien changer pour les prochains 50 ans. La formule prouvée était donc un pays, 2 systèmes, qui garantissait au territoire, jusqu'en 2047, une autonomie et des libertés dont la Chine elle-même était dépourvue. L'année en cours, selon le calendrier chinois, était celle du chien. Les 2 suivantes, les dernières avant le grand retour à la mère patrie, seraient celles du cochon et celle du rat. Je n'ai jamais pu savoir au cours de mes visites durant ces 3 dernières années si, selon les interprétations de ceux qui s'y connaissaient, les astres allaient être favorables ou pas aux habitants de Hong Kong. Personne n'osait être affirmatif, et la prudence ou l'ignorance, ou les deux, entretenait une réelle discrétion. Le monde commercial, avec lequel j'entretenais des rapports infiniment petits, il est vrai, fonctionnait toujours avec autant d'efficacité. La communauté des détaillants avec laquelle je traitais était toujours aussi dynamique, prête à rebondir, mais subtilement et sidieusement, pour peu qu'on y fût attentif. Un fond d'angoisse avait élu domicile dans la conscience de chacun. Il semblait que dans la majorité, les Hongkongais ne faisaient pas confiance non seulement aux conditions et aux promesses de l'accord de 1984, mais également au comité préparatoire nommé par Pékin pour assurer la transition. À chacune de mes visites à Hong Kong, résonnait en moi de manière intermittente la même interrogation. Elle rejoignait l'incertitude générale que je percevais, bien que chacun essayât d'afficher la décontraction. Dans une sorte de compte à rebours, je me préoccupais, je m'inquiétais de la possibilité que j'aurais, après juillet 1997, de rentrer aussi aisément sur le territoire. Je ne peux pas dire que cette ambiance d'attente dubitative et angoissée m'affectait en permanence. Lors de mes séjours, mon programme se déroulait tout à fait normalement, en général, et je retrouvais mes amis avec le même plaisir que toujours. Je découvrais de nouveaux lieux et je rencontrais des nouvelles personnes, de passage souvent, avec qui je passais des moments intéressants. Mais ma fidélité envers mes premières rencontres se consolidait avec le temps. Les extraits sont terminés.
peu marré, parce qu'il va lire des 3 petits poèmes chinois que Robert devait lire, mais que, comme vous savez, il n'y a pas. En version originale. Est-ce que Je vais essayer. Essayer la version originale. Je vais essayer de vous donner les sous-titres. Je vais essayer de remplacer Robert. Je donnerai que 2 petits poèmes que j'ai trouvés ravissants. Notre bateau glisse sur un fleuve calme. Au-delà du verger qui borde la rive, je regarde les montagnes bleues et les nuages blancs. Mon ami sommeille, la main dans l'eau. Un papillon s'est glissé sur son épaule, a battu de l'aile, et puis s'est envolé. Longuement, je l'ai suivi des yeux. Il se dirigeait vers les montagnes du Changnan. Était-ce un papillon ou le rêve que venait de faire mon ami? Elle chante dans une source, se déchaîne dans une cascade, se ramasse dans une gorge, se recueille dans un étang, se roule dans des vagues, se dilate dans la mer. Assez? Le titre. C'est Ah non, regardez, on a pas compris. Ah non, le dernier. La rêverie? Non, attends, je sais. Le dernier. Celui-là? Non, celui-là était joli, celui-là. Tu aimais ça. Alors, je vais vous faire rêver. C'est ça. Non, pas ça, tu viens de dire. Non, pas ça, lui. Attends, le dernier, on arrête après. On arrête après, c'est Joël qui a décidé, on voulait vous faire tout simplement la petite fête intime, avant que nous allions faire la fête. Voilà. Je prends un flacon de vin et je vais le boire parmi les fleurs. Nous sommes toujours 3. Content, mon ombre et mon ami la lune. Heureusement que la lune ne sait pas boire et que mon ombre n'a jamais soif. Quand je chante, la lune m'écoute en silence. Quand je danse, mon ombre danse aussi. Après tout festin, les convives se séparent. Je ne connais pas la tristesse. Lorsque je regagne ma demeure, la lune m'accompagne et mon ombre me suit. Et nous sommes presque arrivés à la fin de ce lancement officiel du second roman de Joël Lagesse. Je suppose que les extraits que nous avons écoutés vont nous inciter surtout à lire ce roman. Et comme dernière opération, Joël... Dernière, Monsieur le vice-président. J'ai le plaisir de vous offrir une vie. Merci. Merci. Joël Pressé n'a pas donné le temps d'annoncer ce lancement. On va refaire pour les photographes. Forcément, parce que c'est le lancement n'est pas lancé si ce n'est pas immortalisé par la... nous en faisons des dizaines d'appareils là. Voilà. On n'est pas pressé, on fait ça au ralenti. Allez bien, ça même. Great. Bien évidemment, l'autrice va se faire un plaisir à l'extérieur de vous dédicacer vos copies.
Merci pour votre présence. Et comme je vous l'annonçais au début, si vous voulez être tenu au courant des activités de lancement, laissez vos coordonnées à Mégane qui se fera un plaisir de vous en avertir. Passez une excellente soirée.